François, je pense que tu peux présenter un peu le mouvement. Allez, on peut démarrer si vous le souhaitez. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à cet échange avec Belinda Cannon qui est organisé par l'Union PSL dans le cadre de la Semaine de la Pensée. Donc nous sommes 3 membres de l'Union ici présents, donc il y a Lucie, Maxime et moi-même. Voilà, je vais juste définir quelques règles pour que cet échange se passe le mieux possible étant donné qu'il se fait par visioconférence. On commence à avoir un peu l'habitude, mais mieux vous rappeler voilà, comment s'organiser pour que ce soit le mieux possible. Donc ça va se structurer en 2 temps. Dans un premier temps, il y aura un échange entre Lucie et Belinda Cannon. Et ensuite, vous pourrez prendre la parole pour intervenir, voilà, poser vos questions, vos questionnements, etc. Échanger davantage. Pour intervenir, 2 possibilités. Soit utiliser le chat, où vous pouvez écrire vos questions, ou soit intervenir de vive voix en utilisant votre micro. Si vous voulez prendre la parole de vive voix justement avec votre micro, vous pouvez bien entendu allumer votre caméra. Mais avant toute chose, on va te demander de vous signaler avant avec le bouton main levée qui est disponible en haut sur la barre des boutons. Et voilà, donc Maxime et moi donnerons ensuite la parole. Voilà, surtout gardez bien la main levée tant que vous n'êtes pas intervenu, parce que c'est indiqué dans l'ordre et du coup on vous appellera dans l'ordre chronologique. Autrement, on va vous demander de couper vos micros et éventuellement aussi de couper vos caméras, voilà, pour améliorer le plus possible la qualité de la visioconférence. Et sur ce, je vous souhaite un très bon échange et une très bonne conférence. Merci François. Du coup, salut à tous. Donc moi, c'est Lucie. Et donc je suis très contente ce soir d'accueillir Belinda Cannon, qui est auteure, docteur en littérature comparée et maître de conférence à l'université de Caen. Bonsoir Belinda. Bonsoir Lucie. Du coup, ce soir, on se retrouve particulièrement pour en fait discuter donc d'amour et de désir avec vous, et notamment à partir de votre dernier ouvrage qui se nomme Le nouveau nom de l'amour et qui est paru en 2020, donc comme vous nous l'avez dit juste avant, pendant le premier confinement, aux éditions Stock. Juste pour parler un peu pour tout le monde sur cet ouvrage, dans Le nouveau nom de l'amour, en fait, vous décrivez l'évolution de l'amour, du couple, du désir et de la condition des femmes. Et comme c'est très joliment dit d'ailleurs sur la 4e de couverture, vous nous proposez exactement, c'est un véritable ballet à 4 danseurs. D'où vous est venue du coup l'envie d'écrire cet essai, surtout pendant un confinement Je dois dire que l'idée m'en est venue avant le confinement, pour une raison bien simple. J'ai beaucoup écrit autour du désir déjà, plusieurs fois autour du désir. D'abord, je dirais autour du désir de vivre, c'est ça mon vrai sujet, si je puis dire. Pourquoi on se lève le matin, pourquoi on a envie de vivre la journée qui commence, alors que parfois on n'a pas forcément un dialogue avec Lucie sur Teams, vous voyez, ça peut être une journée tout à fait banale, et pourtant on a envie de se lever, on a envie de la vivre. Et ça, alors qu'on pourrait être, j'ajoute, on pourrait être, disons, mélancolique, dépressif, etc., qui est aussi une possibilité, surtout pendant le confinement, mais enfin, même en temps normal. Et donc, ce fait que nous avons envie de vivre m'a toujours paru extraordinaire et presque un miracle. Et donc, j'ai écrit, dès l'année 2000, j'avais publié un essai qui s'intitulait « L'écriture du désir », où j'interrogeais justement cette joie que nous avons à nous déplacer, à avancer, à marcher, à vivre. Et donc, j'ai écrit autour du désir. Donc ça structurait un peu mon travail, si je puis dire. Il marche sur 2 pattes, mon travail. D'un côté, j'interroge la violence du monde, qui est peut-être la raison pour laquelle je me suis mise à écrire, c'est-à-dire que je ne me suis jamais habituée à la violence du monde, à la violence telle qu'elle se répand dans le monde, telle qu'elle commande souvent les rapports humains, les rapports entre pays, les rapports entre personnes et tout ce que vous voulez.
Donc d'un côté, il y a la violence du monde et de l'autre, il y a cette chose incroyable que nous avons pourtant envie de vivre, nous avons envie d'être en relation les uns avec les autres, nous avons envie de partager, de nous lever le matin. Et donc, j'ai longtemps marché sur ces deux pattes et puis évidemment, quand on s'intéresse au désir, forcément, on s'intéresse au désir sensuel aussi parce que c'est une espèce de… c'est la façon la plus brûlante de vivre et de ressentir le désir. Le désir de vivre ne se manifeste jamais autant que dans le désir qu'on éprouve pour un autre. Et donc, c'est pas facile d'évoquer ça. Je veux dire, il faut trouver les mots, bref, c'est pour un écrivain, c'est très intéressant d'essayer de raconter le désir, l'érotisme, etc. Donc, j'ai écrit deux ou trois petits livres autour du désir sensuel. Un livre sur le baiser peut-être, un livre sur le petit éloge du désir, un essai sur le désir, et puis, bon, voilà. Puis évidemment, ça traverse tous mes romans. Au bout d'un moment, je me suis dit, donc j'en viens à votre question, au bout d'un moment, je me suis dit que finalement, quand on lit les textes anciens, quand j'ai travaillé sur le baiser, je lisais Lucrèce, par exemple, et pour trouver des choses sur le baiser. Et je m'apercevais que quand Lucrèce parle du désir, ben finalement, c'est pas très différent de ce qu'on pourrait en dire aujourd'hui nous-mêmes. Le désir, dans son jaillissement, dans sa fougue, dans son ardeur, dans son enthousiasme, etc., finalement, au fil des siècles, on n'a pas tellement l'impression qu'il a changé. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Parce que, évidemment, on ne peut pas considérer qu'un couple aujourd'hui, c'est la même chose qu'un couple il y a un siècle et encore moins qu'un couple il y a 10 siècles. Donc, il y a bien quelque chose qui change et je me suis dit, mais oui, bien sûr, ce qui change, c'est le couple. C'est pas tant le désir que le couple. Donc, je me suis dit, explorons cela. Voyons ce qu'il y a, ce qui s'est modifié au fil du temps dans la façon que nous avons de former des couples. Donc, voilà, premier élément de réponse. Super. Et en effet, comme vous l'avez souligné, vous faites beaucoup appel à de nombreuses représentations du couple au travers de la littérature. Vous faites notamment appel donc à des ouvrages, en tout cas, qui m'ont rappelé, moi, mes moments quand j'étais au collège et au lycée, où on lisait ces ouvrages sur l'amour courtois, ou l'amour romantique, notamment je peux penser donc à Tristan et Iseult, à Roméo et Juliette de Shakespeare, ou encore des choses encore plus vieilles comme le mythe d'Androgyne qui est décrit dans Le Banquet donc par Platon. Du coup, c'était important de repasser par ces ouvrages pour comprendre justement cette vision de l'amour et du couple qu'on a aujourd'hui. Oui, parce que les représentations qu'on se fait de l'amour, puisqu'on se fait des représentations de l'amour. L'amour, c'est un sentiment qu'on éprouve, c'est une espèce d'impulsion dont je pense que tous les humains la connaissent et en sont saisis à tout moment dans l'histoire du monde. Mais la manière dont ce sentiment, cette émotion et ce sentiment que nous éprouvons et qui nous tend vers un autre, qui fait que nous choisissons un autre, celui-là et aucun autre, cette espèce d'exclusivité qui tout à coup fait que nous nous intéressons amoureusement à une personne et pas une autre. Bref, tout cela, malgré tout, prend des formes qui, elles, sont historiques. Le sentiment amoureux, c'est une chose, mais les formes qu'il adopte, selon les époques, elles varient. Donc, nous avons des représentations de l'amour, des manières dont nous nous disons « ça se passe ainsi »,« ça c'est ainsi ». Et la littérature, enfin, non seulement ça se passe ainsi, c'est ainsi, mais aussi c'est ainsi que nous le rêvons, c'est ainsi que nous le désirons, c'est ainsi que nous voudrions vivre l'amour. Et la littérature, évidemment, la fiction en général, et la littérature en l'occurrence, c'est vraiment le réservoir de ces façons que nous avons de considérer l'amour. Alors, évidemment, je suis repartie de Tristan et Iseult, 11e siècle. Je suis repartie de Tristan et Iseult parce que ça fixe un certain modèle de l'amour qui va nous poursuivre pendant 10 siècles ensuite. Et même si ça n'est pas exactement les mêmes choses, c'est pas la même société, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes rapports entre les gens, mais il va y avoir un modèle amoureux fixé dans Tristan et Iseult. Et par exemple, la chose la plus importante de Tristan et Iseult, bien sûr, c'est que c'est un mythe qui fonde
l'idée que l'amour est éternel, l'amour pour toujours. Tristan et Iseut, c'est un mythe de couple. Il n'y a pas tant que ça de mythes de couple dans nos mythologies, mais Tristan et Iseut, c'est vraiment le mythe du couple, et il fixe cette idée que l'amour, c'est pour toujours. Alors, vous comprenez bien que pour fixer une idée pareille, il faut juste faire semblant qu'ils n'ont pas bu un filtre magique. Parce que si Tristan et Iseut sont capables de s'aimer jusqu'à leur mort, hein, donc toujours, c'est quand même, il faut le rappeler, parce que la mère d'Iseut avait préparé un filtre magique que sa fille devait prendre, devait boire, et qu'elle devait faire boire au mari qui lui était destiné, le roi Marc. Et donc, Iseut va épouser un roi qu'elle ne connaît pas, on va la chercher pour cela. Hein, bon, donc là, vous voyez, on est déjà dans des formes d'alliance et de mariage qui sont absolument impossibles aujourd'hui pour nous. C'est-à-dire qu'une femme est donnée à un roi qu'elle ne connaît pas. Bref, donc la mère maline, avisée, un peu sorcière, a préparé un filtre magique pour être sûre que Iseut et le roi Marc vont s'aimer. Malheureusement, c'est Tristan qui boit par mégarde, qui boit le filtre magique avec Iseut. Et donc, les voilà tous les deux tombés en amour fou. Et alors, évidemment, c'est un amour qui va être inséparable, mais parce qu'il y a un filtre. Et oui, du coup, en effet, le filtre qui donne l'amour éternel, et l'amour éternel qui est encore, je pense, autour de nous, une vision de l'amour qui est encore très prédominante et à qui, je pense, beaucoup de gens aspirent encore de nos jours, même si, comme vous le dites, la réalité décrit une toute autre représentation en fait, de cet amour. Notamment, vous partez du nombre de divorces aujourd'hui, donc vous dites en effet qu'un mariage sur deux, donc le mariage qui est quand même une institution qui scelle, entre guillemets, vraiment l'amour entre personnes, ce qui était différent, bien sûr, avant, dans les époques précédentes où c'était vraiment des arrangements, comme vous le décrivez dans votre livre, entre les familles et qui répondaient aux besoins de filiation. Du coup, oui, ces mariages donc, qui se finissent et vous décrivez du coup un nouveau mode de relation que vous appelez les polygames lents. Est-ce que vous pourriez du coup ce thème est assez drôle parce qu'en effet le mot polygame des fois on est un peu en mode attention la polygamie c'est pas forcément dans les modèles occidentaux très acceptés, mais du coup est-ce que vous pourriez peut-être nous décrire qu'est-ce que vous entendez par polygame lent? Et je crois notamment que vous allez peut-être nous parler de tango comme vous nous avez dit que vous vouliez tout ça. Oui, vous avez raison de faire le saut entre Tristan et Iseut, amour pour toujours, et situation contemporaine, ce que j'appelle la polygamie lente. Alors, je vais en effet reprendre l'image du tango, elle me tient à cœur, donc, puisque j'aime le tango, et parce que je crois que cette danse dit quelque chose de nos manières contemporaines de former des couples. Vous savez que dans le tango, il y a une espèce de loi, de règle dans le bal de tango. On s'invite, un homme et une femme, ou deux femmes d'ailleurs, s'invitent pour danser le tango et ils vont danser disons en moyenne, 4 tangos ensemble. Au bout de ces 4 tangos, où ils n'ont pas le droit de se quitter, au bout de ces 4 tangos, la musique change, il y a une espèce d'interlude pendant lequel il faut absolument changer de partenaire. C'est la règle. Et normalement, on ne danse pas 2 fois de suite avec le même. On peut retrouver un partenaire un peu plus tard dans le bal. On peut danser une 2e fois, mais en tout cas, pas plus. Et l'idée, c'est vraiment le renouvellement constant des partenaires. Alors moi, je trouve que, j'ai toujours été frappée par cette pratique du tango parce qu'il me semble qu'elle reprend ce qui se passe aujourd'hui dans les couples contemporains, c'est-à-dire que nous formons des couples, pendant un certain temps, nous restons ensemble, et puis ce couple se défait et nous en formons un autre. Alors là, il faut faire très attention parce que je ne parle pas de consommation amoureuse ou sexuelle. Évidemment, je ne parle pas des couples qui changent tous les 3 mois. Ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, pourquoi pas, mais ça ne me paraît pas très important de le penser. Il me semble que c'est une pratique qui est liée plutôt d'ailleurs à la jeunesse et qui ne correspond pas à ce que propose la société comme modèle d'union. Je parle vraiment des couples qui se forment et qui durent,
qui dure 3 ans, 5 ans, qui dure un certain temps et qui ensuite se défont et se recréent et on recrée un nouveau couple. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on connaît pas mal de gens, moi autour de moi, je connais pas mal de monde, et moi-même d'ailleurs, où nous connaissons plusieurs couples, 3, 4, au cours d'une existence. Donc, comme au tango, nous dansons ensemble pendant un certain temps, et puis nous changeons de partenaire. Et ça, je ne dis ni que c'est bien ni que c'est mal. Moi, je fais pas de morale. Je constate. J'essaye de décrire une tendance générale de la société autour de moi et je constate que la tendance, c'est autant de mariages que de divorces, éventuellement d'ailleurs pas de mariage, en tout cas autant de couples qui se forment que de divorces. Et je crois d'ailleurs que quand on a inventé le Pacs, on a donné une espèce d'assise juridique à quelque chose qui était un fait. Vous savez, on a proposé le Pacs, cette espèce d'union libre, mais pas tout à fait libre, puisqu'elle est quand même juridiquement, elle s'appuie sur un système quand même juridique, transmission des biens, protection, etc. Quand on a inventé le Pacs, c'était pour les couples homosexuels. C'était pour leur permettre de trouver une manière de s'unir, disons, d'avoir une assise juridique, alors qu'ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas à l'époque autorisés à se marier. C'était l'année 2000. 99. Et on a été très frappé de constater que le Pacs, en fait, avait effectivement été utilisé par les couples homosexuels, mais qu'il était utilisé très largement aussi par les couples hétérosexuels. Alors pourquoi se paxer quand on pourrait aussi se marier? Et là, je crois que le Pacs, au fond, représente bien l'espèce de, comment dire, le fait que nous ne croyons pas que le couple soit éternel. Et le Pacs, comme vous savez, son avantage, c'est que bien sûr, c'est une union forte juridiquement, mais on peut la défaire en allant juste à la mairie signaler que voilà, on se dépaxe. Donc, c'est beaucoup plus léger qu'un divorce, un avocat, éventuellement un jugement, etc. Donc, le Pacs et l'invention du Pacs, et surtout le fait que le Pacs ait été soit utilisé énormément et de plus en plus, ça continue l'utilisation du Pacs, le recours au Pacs, le fait que le Pacs soit utilisé par les couples hétérosexuels montre bien qu'il y a une croyance, enfin une conscience de la fugacité des couples contemporains. Donc voilà, ce que j'appelle la polygamie lente, bien sûr, c'est une blague. C'est-à-dire que c'est pas, j'emploie le mot parce que la polygamie d'habitude ça veut dire plusieurs femmes en même temps, ce que heureusement nous ne pratiquons pas en Occident. Toutes les sociétés polygames sont généralement des sociétés où la femme est minorée, puisqu'elles sont plusieurs pour un seul homme. Donc quand j'emploie polygamie lente, c'est pour blaguer. Je veux dire, au fond, succession des couples. On forme des couples successifs. Donc voilà, j'ai employé l'expression parce qu'on la retient facilement, elle est amusante et elle permet de décrire quand même quelque chose de réel, la situation des couples contemporains. Oui, en effet. Et justement, une des raisons peut-être que vous donnez à un peu ce changement de paradoxe sur l'amour, du coup, entre l'amour éternel et cette nouvelle polygamie lente, c'est la différence de temporalité, en quelque sorte, entre en fait donc cet amour qui était plutôt rattaché du coup, à la conception grecque de l'amour qui est philia, avec le désir en fait au sein du couple. Et du coup, qu'est-ce que ça nous dit en fait sur la place du désir aujourd'hui dans le couple, dans l'amour Voilà, parce que depuis tout à l'heure, on a fait ce grand écart, on est passé de Tristan et Iseut, l'amour pour toujours, on oublie le filtre, et on se dit, bon, voilà, ça c'est un modèle de l'amour. Et puis on arrive au 21e siècle, polygamie lente. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique que le couple ait changé et qu'il soit devenu aussi précaire, disons, qu'il l'est aujourd'hui. Il faudra revenir d'ailleurs sur cette idée de l'amour pour toujours qui, dans nos représentations, enfin disons-le tout de suite, c'est très frappant que l'amour pour toujours soit une représentation à laquelle nous sommes très attachés. Les gens continuent souvent à espérer l'amour pour toujours et à dire qu'ils voudraient connaître l'amour pour toujours. Mais comme parfois il y a une espèce de dissociation entre les représentations qu'on a de l'amour et ce que nous faisons réellement,
Et les mêmes qui disent qu'ils voudraient connaître l'amour pour toujours font partie de couples qui se défont. Et donc, c'est une sorte de paradoxe ou de situation un peu étrange de divorce, de dissociation entre le désir, le fantasme, je dirais, de l'amour pour toujours et la réalité de ce que les gens vivent. Alors, pourquoi en effet cette polygamie lente? Et là, il faut revenir c'est une hypothèse que je fais. Il faut en revenir à l'histoire du mariage. Tout à l'heure, vous signaliez justement que le mariage, pendant des siècles, disons, si on repart du mariage depuis le début de la chrétienté, depuis les premiers siècles de la chrétienté, ce sont les chrétiens qui ont mis en forme le mariage tel que nous l'avons connu depuis le XIe siècle jusqu'au XXe. Le mariage chrétien a été élaboré par les clercs de l'Église qui ont énormément pensé pendant des siècles. La réflexion commence au tout premier siècle après Jésus-Christ, et pendant 3, 4, 6 siècles, les clercs se demandent comment doivent s'unir les gens, comment ils doivent vivre ensemble, etc. Et alors, ce mariage chrétien, il a plusieurs traits caractéristiques. Il est pour toujours. Le pour toujours, en fait, vient du mariage chrétien. C'est vraiment une norme du mariage chrétien. On ne dissocie pas, on ne désunit pas ce que Dieu a uni. C'est une des bases du mariage chrétien, qui en fait un pacte sacré. Et le mariage chrétien aussi repose sur cette idée très chrétienne que la sexualité, c'est pas bien. Vous savez que les chrétiens n'étaient pas très favorables à la sexualité et qu'au contraire, l'état idéal d'une personne, au fond, c'est la chasteté. Et c'est comme ça qu'à partir du IVe siècle, à peu près, on a commencé à inventer les moines, les couvents, etc., les vies cloîtrées et le mariage des sœurs avec le Christ, etc. C'est-à-dire des systèmes où on exclut la sexualité. Donc la sexualité est un vrai problème pour le mariage chrétien et les chrétiens regrettent qu'on doive en passer par la sexualité. Je parle tout ça, bien entendu, je suis dans les premiers siècles après Jésus-Christ, je ne parle pas des siècles plus récents, mais il nous en reste quelque chose, c'est toujours pareil. Et donc, on accepte la sexualité parce qu'il y a un autre précepte de l'Église qui dit qu'il faut croître et multiplier. Donc il faut bien, pour croître et multiplier, pour faire des enfants, il faut en passer par là. Mais c'est vraiment parce qu'on est bien obligé. Donc la sexualité est mise à côté du couple. Le couple n'est pas fondé sur la sexualité. Il est fondé sur une union destinée à une sorte de pacte, de contrat entre deux personnes qui vont s'associer, qui feront des enfants. Mais pourquoi est-ce qu'on se marie? Et vous le disiez tout à l'heure, on se marie au fond pour deux raisons. Jusqu'au XIXe siècle, on se marie pour deux raisons. On se marie pour transmettre un patrimoine, pour que ça reste et que ça fructifie dans la même lignée. Et on se marie pour être sûr que les enfants sont les enfants du mari. Parce que n'oubliez pas, on sait forcément qui est la mère d'un enfant, mais on ne sait pas qui est le père. Donc dans le mariage, on sait qui est le père de l'enfant, c'est le mari. C'est réputé être le mari. Et d'ailleurs, au fil des siècles, l'infidélité féminine a toujours été très, très punie, largement punie, parce qu'évidemment, elle met en péril l'assurance de la filiation. Donc, patrimoine et filiation, c'est pour ça qu'on se marie, et le désir n'a pas sa place dans le mariage. Et d'ailleurs, très souvent, on le trouve ailleurs que dans le mariage. On le trouve, alors ça dépend des époques, on le trouve au XVIIIe siècle, par exemple, on fait des mariages dans l'aristocratie, la grande bourgeoisie, on fait des mariages pour transmettre un patrimoine, assurer la filiation, et puis l'amour, au sens de l'amour-désir, on le trouve ailleurs. On a des maîtresses et des amants tout à fait officiellement, si je puis dire, dans l'aristocratie toujours, d'Ancien Régime. Alors, vous voyez que quand on veut réfléchir au couple, il faut tout le temps se demander qu'a-t-on fait du désir dans tout ça. Et le désir a toujours longtemps été à côté du couple marital. Qu'est-ce qui se passe, pour aller vite, qu'est-ce qui se passe avec le XXe siècle, disons? Eh bien, tout à coup, le désir n'est plus un péché, n'est plus un tabou, n'est plus un péché ou un tabou, mais il fait partie, il est un des ingrédients d'un couple réussi.
idée qui ne venait pas à l'esprit jusqu'au 19e siècle, jusqu'au 19e siècle inclus, qui n'est pas un très bon siècle pour les femmes, d'ailleurs, pas très favorable aux femmes. Le désir était ailleurs. Si possible, au 19e, par exemple, il est clair que les femmes n'ont pas grand-chose à voir avec le désir, et il vaut mieux pas, ce sont des mères, des épouses, mais le désir, c'est pas leur affaire. Donc, les hommes vont le chercher ailleurs, et les femmes sont censées être chastes et prudes, etc. Avec le XXe siècle, donc, il y a deux choses au XXe siècle. Il y a l'invention de la psychanalyse. C'est très important parce que la psychanalyse, qu'est-ce qu'elle dit, la théorie freudienne? Elle dit que le désir est au cœur du psychisme humain et que la construction même du psychisme humain dépend d'un certain nombre de choses qui ont tout trait à la sexualité. Sexualité de l'enfance, sexualité de l'adolescence, sexualité qui se développe. Et donc, ça donne une espèce de dignité au désir qu'il n'avait pas avant, où il était juste considéré comme un péché. Et puis, il y a la deuxième chose du XXe siècle, je brosse tout ça à grands traits, bien sûr, il y a le féminisme. C'est pas rien, le féminisme. C'est-à-dire que tout à coup, les femmes se mettent à dire qu'elles sont des sujets, qu'elles ne sont pas des objets, et qu'elles sont des sujets de leur désir aussi. Et que le désir et le plaisir, elles y ont droit. Alors, tout ça fait que le désir acquiert une nouvelle dignité et qu'on commence à en parler, à le reconnaître, à le penser. Et on en arrive au XXIe siècle, j'en appelle à votre expérience personnelle. Regardez n'importe quel kiosque de journal, regardez, je ne sais pas s'ils sont encore ouverts pendant le confinement, regardez les magazines, en tout cas féminins, tels qu'ils se vendent, vous voyez tout le temps des invitations à entretenir le désir, créer le désir, restaurer le désir, etc. Comme s'il allait de soi, et il va de soi en effet, mais comme s'il allait de soi que le désir est un élément important de la vie humaine, du psychisme humain, de l'affect humain, etc. On en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que le désir a fait son entrée comme valeur, comme élément digne de respect, digne d'attention, etc. Et c'est là, je détourne un petit peu et j'utilise cette bipartition. Enfin, les Grecs en avaient plus que deux, mais ils désignaient deux types d'amour. Ils parlaient de philia. Philia, c'est l'amour tendre, l'amour amitié, l'amour qu'on a aussi pour ses enfants. Et de l'autre côté, il y a une deuxième option qui est Eros. Eros, c'est l'amour amoureux, l'amour qui inclut une dimension charnelle. Et donc, j'ai repris, j'ai un peu traficoté ces deux notions et je les reprends parce qu'elles me servent bien à dire quelque chose. C'est-à-dire que dans un couple aujourd'hui, on peut avoir philia, c'est généralement ce qui reste au fil des années. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, l'amour, aimer quelqu'un, ça peut durer 50 ans. Pourquoi on arrêterait d'aimer quelqu'un qu'on a aimé s'il est toujours digne d'amour, si on ne s'est pas trompé? Donc on peut aimer quelqu'un très longtemps, mais le désirer très longtemps, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, c'est pas un scoop, mais nous savons que le désir est beaucoup plus, se périme, enfin se dissipe, s'évapore beaucoup plus facilement que l'amour filia. Donc, on a deux temporalités, comme vous le disiez tout à l'heure, deux temporalités. La temporalité de philia, qui peut durer toute une vie, et la temporalité d'éros, qui, lui, est nettement plus brève. Et je crois que la situation que nous vivons aujourd'hui, et c'est là mon hypothèse, la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est que comme nous avons inclus le désir dans le couple, comme élément structurant et important du couple, nous avons introduit, ce faisant, nous avons introduit une fugacité dans le couple, une précarité, une façon de le menacer. Parce que si je t'aime 30 ans d'affilée, il n'est pas sûr que je te désire 30 ans d'affilée. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant que le désir est reconnu, admis et apprécié, enfin tout ce que vous voulez, que faire? Comment se priver? Et il me semble, c'est donc là mon hypothèse, il me semble que la nouvelle conception de l'amour aujourd'hui, qui inclut le désir en son sein, fait aussi que nous devenons des polygames lents, parce que nous voulons retrouver
cet amour éros qui inclut toutes les dimensions, qui inclut l'affectivité, la sentimentalité et le désir charnel. Il nous amène du coup un peu à, finalement, au titre de votre ouvrage, le nouveau nom de l'amour. Qui est-il? Parce que du coup, on ne l'a pas encore dit, donc désolé, je vais un peu spoiler pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, mais lisez-le quand même. Ce nouveau nom d'amour, c'est l'amour-désir, comme vous l'appelez. Et du coup, donc cet amour-désir où on forme donc où nous sommes des polygames lents. Et du coup, qu'est-ce qui donc comme vous venez très bien de le dire, cet amour-désir en fait va inclure maintenant directement le désir dans les relations humaines. Et je me demandais quelles en sont donc les vertus de cet amour-désir. Qu'est-ce qu'il a de plus que cet amour rêvé, éternel, dont l'imaginaire est encore quand même très présent? Quand je propose comme nouvelle appellation, nouveau nom de l'amour, amour-désir avec un trait d'union, je dirais que c'est une appellation qui a vocation à être temporaire. C'est-à-dire que j'essaye de souligner cette nouvelle composante du désir dans l'amour aujourd'hui. Mais en réalité, je parle toujours de l'amour. En fait, je m'intéresse à l'amour, point. Simplement, pour essayer de montrer que l'amour aujourd'hui est différent de l'amour d'avant-hier, pour essayer de le distinguer, je lui accole avec ce trait d'union l'idée du désir. Mais au fond, en réalité, je parle toujours de l'amour. Simplement, comme je le disais tout à l'heure, l'amour change de forme. C'est-à-dire, si c'est une motion, un sentiment, une projection vers l'autre, etc., qui existe de tout temps, il n'a pas toujours pris les mêmes formes. Il n'a pas toujours pris les mêmes formes, il n'est pas toujours passé dans le même cadre, etc. Donc, j'essaye de comprendre comment l'amour change, c'est-à-dire comment nos représentations de l'amour changent. Et donc, je l'appelle amour-désir pour dire, attention, attention, il y a quelque chose qui a changé aujourd'hui, c'est que le désir fait partie de l'amour, il n'est pas exclu. On ne forme pas un couple uniquement pour des sentiments. Ces sentiments sont mêlés inextricablement le désir. Et là, si vous voulez, ça reprend un peu ma vieille idée de ce que j'appelle le corps-esprit. Et je réponds ainsi à votre question. Corps-esprit avec un trait d'union. J'aime beaucoup les traits d'union. Moi, j'ai une tendance à synthétiser, à unifier ce qui était épars. Et j'essaie de réconcilier ce qui était épars. Et je crois qu'on a très longtemps vécu sur cette idée de la séparation radicale du corps et de l'esprit. Elle est déjà présente chez les Grecs, elle est présente dans la chrétienté. Toujours, on a pensé qu'il y avait d'un côté le corps avec ses besoins, pas terrible, un peu médiocre. Platon dit ça. Pour Platon, le corps, c'est vraiment l'aléatoire, le fugitif, etc. Ce qui compte, c'est l'esprit, c'est les idées, le monde des idées. Donc, toujours, on a séparé le corps de l'esprit et toujours au désavantage, si je puis dire, du corps. Moi, je crois profondément, et je crois que nous en sommes là, à nouveau, j'essaie de décrire où nous en sommes, c'est toujours pareil. Je crois que nous sommes des corps-esprits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, que le corps est toujours traversé par l'esprit et que l'esprit toujours s'incarne dans un corps. Il est porté, il est incarné, et quand je dis porté, c'est même pas le bon mot. L'esprit et le corps sont complètement tissés ensemble. Et je crois que l'amour-désir correspond à ce tissage du corps-esprit. Quand nous aimons quelqu'un, notre corps aussi l'aime. Et donc, vous voyez, je parle d'amour, parce que là aussi, je n'ai rien du tout, loin de moi l'idée même d'avoir quelque chose contre le désir consommateur. On peut aussi désirer quelqu'un fugitivement, et voilà, et puis ça dure 2 ou 3 fois, et puis ça s'arrête, etc. Pourquoi pas? Ce qui m'intéresse à penser, c'est un désir qui est lié à l'amour, justement. Ça, c'est intéressant à penser. Je ne dis pas, ça n'exclut pas de vivre autre chose, mais ce qui m'intéresse dans la réflexion sur l'amour, c'est de voir comment le désir est un élan noble.
Et là, par contre, je suis militante, c'est vrai. Tout le reste du temps, je dis, je milite pas, je décris. Mais là, c'est vrai que je milite, et c'est toute la fin de mon livre porte sur le désir, parce que j'essaye de dire quelque chose sur le désir que je n'entends pas assez, et que c'est un sentiment, une émotion, appelons-le émotion pour aller vite, mais noble, et qui a sa dignité. Et que élire quelqu'un par son désir, choisir quelqu'un, s'attacher à cette personne, vouloir cette étreinte avec lui, avec elle, c'est un mouvement magnifique. C'est un mouvement que je dis altruiste. C'est-à-dire qu'on ne désire pas n'importe qui. C'est pas vrai que c'est une pulsion. Il y a une part de pulsion dans le désir, évidemment, mais ça, c'est pas intéressant, et c'est pas intéressant à penser non plus, d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est le choix que nous faisons d'un autre par le désir. Et nous faisons le choix de cet autre et pas d'un ou d'une autre. Celui-là et nul autre. Et ça, c'est très intéressant et c'est très puissant dans le désir, et ça lui donne sa noblesse philosophique, justement. C'est une générosité, c'est une attention à l'altérité, c'est une promotion d'altérité, c'est une élévation d'altérité. Voilà, donc là, je dis que voilà, il faut penser le désir de cette façon-là, et au lieu qu'on l'a diminué pendant 20 siècles. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui change de fait. Hein. Si je peux penser ça, moi, aujourd'hui, ça veut dire que l'époque change aussi. C'est que je suis de mon temps, si je puis dire, et voilà, je n'invente pas une idée. Peut-être que je n'aurais pas pensé ça comme ça au XVIIIe siècle, hein, certainement. Donc, je suis certainement portée aussi par ce grand mouvement de la société, mais je crois qu'il est important de dire ça, que le désir, le grand désir, ce que j'appelle le grand désir, c'est un mouvement noble. En effet, du coup, quand vous dites que donc c'est un élan vers les autres, mais c'est vers un autre. Vers un autre, voilà. Provisoirement, ça peut changer au bout de quelques temps. Mais en tout cas, il y a un moment où on choisit un autre. C'est ce que j'appelle l'amour électif. On élit quelqu'un. Hein, c'est pas n'importe qui, ça se tombe pas comme ça un peu au hasard. Et donc, quand vous dites ça, et quand vous dites aussi que ce désir a été fortement diminué, et donc est caché sur les siècles précédents, et dire aussi que vous êtes une femme de votre temps, justement, les mutations féministes du 20e, 21e siècle donnent en fait beaucoup plus la parole donc, aux femmes, et notamment dans l'expression de leur désir, la réappropriation de leur corps, et même leur meilleure connaissance de leur corps, qui a souvent été en fait caché et diminué peut-être par justement les hommes. Donc, est-ce que vous diriez que cet amour-désir, donc, qui est vraiment donc, le tissage de deux corps-esprit, comme vous le dites, est-il féministe au final? Mais il est profondément féministe. Alors ça, c'est aussi quelque chose en quoi je crois profondément. D'abord, les révolutions de l'amour, telles qu'on les a vues depuis plusieurs siècles, ont toujours été liées à la promotion des femmes. Et là, je ne suis pas la seule à le dire. L'invention même de l'amour occidental, celui qu'on voit apparaître justement dans Tristan et Iseult, par exemple, cette promotion de l'amour, enfin, cette invention de l'amour en Occident, est vraiment liée à la promotion des femmes. D'ailleurs, quand vous lisez Tristan et Iseult, ce que je vous invite à faire, parce que c'est vraiment un texte magnifique et passionnant, on s'aperçoit que Iseult est aussi intelligente que Tristan. Et ils ont besoin d'être intelligents, hein, parce qu'ils vont avoir des tas de problèmes pour essayer d'échapper au roi Marc, vivre leur amour quand même, etc. Donc, ils vont être obligés d'être malins, de trouver des astuces, des subterfuges, etc. Et on voit que Iseult est aussi intelligente, aussi avisée que Tristan. Et je crois que pour aimer quelqu'un, il vaut mieux être égal. C'est plus difficile d'aimer quelqu'un qui n'est pas son égal. Hein. On peut avoir différents sentiments pour quelqu'un qui n'est pas son égal. On peut avoir de la pitié, de la compassion, de la condescendance. Enfin, on peut avoir plein de choses. Mais l'amour tel que on peut l'imaginer, tel qu'on peut le penser, il a besoin de l'égalité. Il est vraiment fondé sur l'égalité. Donc, je crois qu'on a intérêt, et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer, à cette égalité pour pouvoir vivre l'amour. Et puis, pareil pour l'érotisme. Et là, je crois qu'on a encore un peu de chemin à faire, nous les femmes. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, on a déjà beaucoup avancé. Le XXe siècle, ça a été extraordinaire.
C'était vraiment le siècle de la révolution féministe, c'est le XXe siècle. Là, on change tout. On change absolument la façon de concevoir les rapports hommes-femmes, etc. Et d'ailleurs, on change toutes les lois. La dernière grande loi féministe, elle date de 2000. C'est la loi sur la parité. On peut en discuter, mais là, on dit, voilà, il faut qu'il y ait parité, autant d'hommes que de femmes, dans la vie politique, dans les grandes entreprises, etc. Après, toutes les lois sont égalitaires. Donc, qu'est-ce qui nous reste à changer? On est au XXIe siècle. Qu'est-ce qui nous reste à changer? Il nous reste à changer les mentalités. Parce que les lois, c'est fait. Il nous reste à changer les mentalités, donc comment on va s'y prendre? Et là, c'est un peu plus périlleux ce qu'on est en train de faire. Et parce qu'il y a un petit côté plaintif, il y a un petit côté guerre des sexes qui, à mon avis, n'est pas la meilleure façon de transformer les choses. Bref, c'est peut-être un autre débat. Mais ce qui m'intéresse dans la question du désir par rapport au féminisme, c'est que je crois qu'on a tout conquis sur le plan des lois, ça c'est fait, et que maintenant, pour que les transformations adviennent, pour que ça continue de se transformer, pour qu'on arrive vraiment à l'égalité de fait, hein, pas juste l'égalité des lois, mais l'égalité concrète. Pour qu'on y arrive, il faut que les femmes soient puissantes, il faut qu'elles revendiquent leur puissance. Et par exemple, je vous donne un exemple pour ce que je veux dire par rapport au désir. On parle énormément depuis, au moins depuis l'affaire MeToo, qui a été une extraordinaire révolution, pas révolution justement, mais une extraordinaire évolution. C'est-à-dire que tout à coup, on a compris, et les hommes aussi bien, ont compris qu'être une femme, c'était pas tous les jours rigolo, et qu'on était soumise à toutes sortes d'agressions, plus ou moins importantes, etc. Et donc, MeToo, c'est un grand moment de l'histoire du féminisme, vraiment, c'est extraordinaire. Mais j'ai regretté, et c'était le sens de mes interventions d'ailleurs en 2018, j'ai regretté qu'on parle uniquement du consentement des femmes. C'est-à-dire qu'on ne mette l'accent que sur une position passive. Une femme doit dire oui ou dire non. Donc elle consent ou elle ne consent pas, et il faut que les hommes, l'homme en face d'elle, entendent ce consentement. C'est bien, c'est le minimum syndical, je dirais, hein. Mais il y a mieux que ça encore. Il faudrait que les femmes ne soient pas juste des êtres passifs qui consentent ou ne consentent pas, mais qu'elles soient des êtres actifs, qui puissent proposer, elles aussi, la relation, la sexualité, le désir, qu'elles puissent s'approprier véritablement l'expressivité du désir. Et là, franchement, on n'y est pas. On n'y est pas parce que je crois qu'on en est quand même, grosso modo, à ce que ce vieux dicton décrivait quand il disait « l'homme propose, la femme dispose ». Ça voulait dire que la femme répond à la proposition. Eh bien, moi, je voudrais que les femmes proposent. Et là, on n'y est pas complètement, je crois, franchement, pour ce que j'en aperçois et ce que je lis et les statistiques que je lis, etc. C'est-à-dire que les femmes sont encore un peu dans une position de retrait, d'attente et de consentir ou pas. Et je voudrais qu'on avance là-dessus et qu'on soit un peu plus puissante. Et évidemment, si on se prend pour des victimes permanentes, on ne risque pas d'être dans la proposition. Vous voyez, pour être dans la proposition, il faut admettre, reconnaître et cultiver une certaine puissance. Et voilà, donc à mon avis, on a encore du travail à faire pour arriver à cette égalité dans l'expressivité du désir. Oui, puis vous, justement, par rapport à cette tribune que vous avez publiée en 2018, vous avez à peu près utilisé les mêmes mots dans Le nouveau nom de l'amour, sur du coup notamment cette citation que je vais dire pour tout le monde, que le jour où les femmes se sentiront autorisées à exprimer leurs désirs, elles ne seraient plus des proies. Et dans Le nouveau nom de l'amour, justement, je trouve ça très intéressant parce que vous ajoutez donc à exprimer le verbe vivre et puis l'adverbe souverainement. Donc vivre souverainement, c'est aussi en effet prendre part dans ce processus d'égalité que vous nous dites, et donc de ne plus en effet être donc les proies, mais on va pas appeler ça être des prédatrices ou des prédateurs comme ça, mais être aussi dans cette action, dans l'action et pas seulement dans l'attente. Je vais finir juste sur une dernière question parce que je vois qu'il y avait pas mal de questions dans le chat. Pour vous, et notamment donc, dans la description de l'amour-désir, et notamment
comme vous le disiez, donc cet entremêlement des corps-esprit qui était important, et notamment en fait vous faites aussi le rapport avec le fait de la présence aussi et du contact entre ces personnes, voilà, pour vraiment éprouver cet amour-désir entre deux personnes. Et justement, bon, je vous avais un peu parlé dimanche par rapport à cette question. Vous déplorez aussi l'envahissement de nos vies par la virtualité, et notamment si cet ouvrage en effet a été écrit pendant le premier confinement, c'est en effet un des grands moments, en tout cas en 2020, où la virtualité a vraiment envahi nos vies. Et du coup, est-ce que l'amour-désir en tant que pandémie, en temps de pandémie, est-ce que c'est possible? Ça, c'est une question extrêmement angoissante, je sais, mais angoissante seulement parce que enfin, si on croit que quelque chose est en train de changer résolument, ce que je ne crois pas. Je veux dire, on est tous empêchés. La pandémie nous contraint à des relations virtuelles. La preuve, regardez, au lieu d'être face à vous, je suis face à mon écran. Mais donc la pandémie nous contraint à la virtualité, ce qui était déjà une tendance forte avant la pandémie, hein. Beaucoup de choses se passent maintenant par écran interposé. D'ailleurs, par parenthèse, ma théorie à propos du tango, c'est pour ça que je m'y intéresse beaucoup, c'est que justement le tango vient corriger la virtualité. On a tellement l'habitude d'être dans des relations virtuelles, donc sans corps, incorporel, que le tango, où au contraire on va se coller à un corps qu'on ne connaît pas, hein, c'est ça qui se passe dans le bal, on danse avec qui est là, et on danse, et c'est une danse extrêmement intime, hein, on est collé à un autre corps, on a sa sueur, ses odeurs, etc. On écoute son corps, parce que c'est une danse qui demande une écoute de l'autre extraordinaire. Donc bref, donc je pense que le tango, d'ailleurs, l'engouement pour le tango qui s'est répandu sur toute la planète depuis 20 ans, disons, vient corriger précisément cette tendance à la virtualité. Mais là où je dis qu'il ne faut pas s'inquiéter, je donne toujours cet exemple. Vous ne vous souvenez pas, vous êtes peut-être encore un peu trop jeune, mais dans les années 80, nous avons connu le sida. C'était pas rien le sida, c'était la plus grande calamité qui puisse arriver. Il y avait eu 20 ans de libération sexuelle et tout à coup, on se retrouvait avec une maladie sexuellement transmissible et mortelle. C'est-à-dire qu'on pouvait mourir du sida. Alors maintenant, on a commencé à mettre au point des thérapies, mais vous voyez, c'était vraiment la chose la pire qui pouvait arriver, c'est-à-dire que faire l'amour pouvait être mortel. Eh bien, ce qui me frappe, c'est que malgré ça, dans ces années 80-90, le couple a continué à évoluer comme s'il n'y avait pas le sida. Je veux dire que les façons que nous avons de faire couple, d'avoir inclus le désir dans le couple, etc., se sont développées malgré le sida. Et donc, vous voyez, si même une maladie qui touche le cœur de l'amour ne change pas la manière de concevoir l'amour, alors imaginez comment un petit virus de Covid pourrait changer nos manières de concevoir l'amour, c'est pas possible. Donc je dirais qu'en ce moment on est empêché, mais c'est très provisoire et ça ne change pas ces grands mouvements de fond qui voient les transformations de l'amour qui se déploient sur des décennies, sur des siècles même, vous voyez. Donc là c'est un épisode certes très désagréable mais très provisoire aussi. Merci pour ces mots encourageants pour tout le monde. Bon, moi, je pense que je vais m'arrêter là pour notre petite partie d'interview. Parce que j'ai vu du coup qu'il y avait pas mal de questions dans le chat. Et donc, je vais inviter les différentes personnes qui les ont posées à peut-être intervenir. Donc, vous pouvez allumer votre caméra, allumer votre micro. Peut-être on va prendre les questions dans l'ordre d'arrivée, comme ça on n'a pas forcément on a un petit ordre de prise de parole. Du coup, je crois que la première question avait été adressée par Victoria. C'est ça. À un moment, vous parliez de polygamie et vous aviez dit que c'était le fait d'avoir plusieurs femmes. Est-ce que la polygamie ne peut pas être considérée comme le fait d'avoir plusieurs partenaires plutôt que plusieurs femmes ? Ah oui, vous avez raison. D'ailleurs, polygamie, c'est-à-dire, j'ai juste été fidèle à l'étymologie, parce que polygamie, historiquement, vous l'imaginez, ça a toujours été un homme, plusieurs femmes. La polyandrie, c'est-à-dire une femme
plusieurs hommes, qui serait le mot exact, n'existe pas, pratiquement pas. Donc, il y a une tribu en Chine, une peuplade qui pratique ça, une polyandrie, mais bon, voilà, c'est très rare, évidemment, étant donné la situation inégalitaire des hommes et des femmes partout sur la planète à travers le temps. Ce qui s'est développé, ce qui a existé, c'est la polygamie et pas la polyandrie. Mais, donc moi, je me sers du mot polygamie, mais un peu à la légère, mais en effet, aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des pratiques amoureuses qui ont à voir avec qu'on appelle le polyamour, et qui sont des pratiques amoureuses qui mettent en effet en circulation, en contact, différents partenaires, et là, c'est ni homme ni femme spécialement, enfin, je veux dire, c'est plusieurs partenaires qui pratiquent le polyamour. Je m'y suis pas intéressée, j'en ai parlé un peu du polyamour, mais je m'y suis pas intéressée de trop près parce que je crois que le polyamour, d'abord, j'y crois pas trop, je vais vous dire, parce que je pense que pour des raisons mystérieuses, il y a une espèce de… Quand on est amoureux, là j'en appelle aussi à votre expérience propre, à tous, mais quand on est amoureux, on a tendance à être un peu polarisé sur une personne, et c'est même, je dirais, la définition de l'état amoureux, souvent, c'est qu'on est complètement monopolisé par une personne et on est indisponible pour les autres, premièrement. Et deuxièmement, le polyamour, c'est une pratique qui quand même a du mal à dépasser la trentaine. Je veux dire qu'au-delà de 30 ans, c'est très rare les gens qui continuent à vivre dans le polyamour. Il y en a, il y a tout. De toute façon, il y a tout sur la planète. Mais disons que moi, je m'intéresse aux grands faits sociaux, disons, qui concernent un peu la moyenne des gens. Et le polyamour, bon, ça concerne plutôt exclusivement les jeunes gens et ça disparaît souvent en avançant en âge. Donc voilà, je ne l'ai pas pensé comme une des formes de l'amour, même si c'en est une, disons, mais plus localisée, voilà, plus localisée, plus circonscrite dans le temps aussi. Est-ce que je vous ai répondu, Victoria? Oui, très bien. Mais du coup, j'aurais peut-être une autre question. Quand on dit polygamie à la base, c'est avoir plusieurs femmes dans le sens mariage ou avoir plusieurs partenaires femmes, puisque c'est le même mot pour la personne mariée et la personne. Comment c'est conçu? Mais vous savez, dans la société occidentale, la polygamie ne se pratique plus depuis, je ne sais pas, depuis les chrétiens déjà au moins. Oui, bien sûr, mais étymologiquement. Oui, mais donc il n'y a pas de mariage. Je veux dire, le mariage tel qu'on le conçoit, c'est le mariage tel qu'on l'a inventé avec les chrétiens. Donc la structure sociale du mariage en Occident ne s'accompagne pas de polygamie. Donc c'est un peu incompatible, si vous voulez, historiquement. Donc c'est pas tout à fait ça votre question, je sens, non? Qu'est-ce que vous vouliez dire au fond? C'est bon. Merci. Je vous en prie. Lola, pourquoi nécessairement parler du couple quand on parle de l'amour et du désir? C'est ça? Oui. C'est une excellente question. Eh bien parce que il se trouve que depuis, pareil, disons depuis 20 siècles, les Occidentaux forment des couples. Et d'ailleurs, il serait plus intéressant, il y a des livres qui s'appellent Histoire du mariage, mais il y a aussi beaucoup d'autres livres qui s'appellent Histoire du couple, et au fond, c'est plus juste de décrire le couple que le mariage. C'est plus large, disons. Donc la question pourquoi nécessairement, c'est un fait, j'y suis pour rien, c'est-à-dire que ça fait 20 siècles que les gens forment des couples. Donc je m'intéresse à ce phénomène qui consiste à former des couples. Si votre question c'est est-ce qu'on est obligé de faire former un couple dès lors qu'on entre en amour-désir, ma réponse c'est non, on n'est obligé à rien. Il se trouve, là aussi c'est un fait que je constate, je dirais plutôt, il se trouve que les gens, pour l'instant majoritairement, continuent à avoir envie de former des couples. C'est comme ça. Là aussi, j'y suis pour rien, je ne défends rien, j'accuse rien.
je vais même vous dire, je suis pas sûre que le couple ce soit une chose tellement extraordinaire. Et souvent, et même dans le nouveau nom de l'amour, je me demande jusqu'à quel point c'est viable un couple. Mais bon, c'est comme ça. On forme des couples, c'est une tradition, disons-le. On n'est pas les seuls. Hein. J'ai l'impression que quand même sur la planète, en général, les gens ont tendance à former des couples parce qu'ils forment des familles, souvent, derrière, enfin, grâce au couple, à partir du couple. Mais donc voilà, c'est un fait anthropologique, je le défends pas, je ne l'accuse pas, je peux l'interroger en effet, parce que c'est pas simple, le couple, ça, parfois on peut même se dire que c'est invivable, enfin bref, on peut se dire des tas de choses. Mais voilà, donc j'en parle parce que statistiquement, c'est ce que font les gens quand ils s'aiment, généralement ils forment un couple. Est-ce que... Donc en fait, je suis d'accord avec vous, mais je me demande si, enfin voilà, dans quelle mesure c'est une mesure, c'est un choix pragmatique de, on va parler du couple parce que ça représente 80% de l'amour et du désir, ou est-ce que c'est un choix essentiel parce que, enfin je veux dire, et parce qu'on considère que l'amour et le désir qui ne se manifestent pas dans le couple, et notamment qui peut se manifester dans des choses qui ne se rapprocheront même pas jamais d'un début de couple, enfin des choses qui seront aller vers une personne, vers une création commune, vers une expérience partagée qui ne soit pas du tout même un début de commencement de couple. Est-ce que ça, pour vous, c'est vraiment quelque chose qui est de nature différente et donc c'est pour ça que vous ne le pensez pas, ou est-ce que, enfin, pas dans ce livre, ou est-ce que c'est parce que vous pensez que c'est juste une facette qui n'a pas une masse critique suffisante pour que vous passiez du temps à y réfléchir? Voilà. Oui, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit à plusieurs moments, moi, je fais pas tellement de militantisme là. J'ai essayé de comprendre comment vivent mes contemporains. C'est plutôt ça mon point de vue. C'est-à-dire, j'ai deux points de vue dans ce livre. Un, j'essaie de comprendre comment vivent mes contemporains. Mes contemporains, lorsqu'ils s'aiment puissamment, presque immanquablement, finissent par fabriquer un couple. Je sais pas s'ils ont tort ou raison. C'est pas mon problème à la limite. Il se trouve que dans 90-95% des cas, ils font ça. Donc, je m'intéresse à ça, j'interroge ce mécanisme. Maintenant, voilà, ça c'est la partie, je dirais, descriptive de mon livre. Il y a des choses que je défends. Il y a des choses que je défends, par exemple, vous l'avez compris, je pense, cette espèce de dignité du désir, ça c'est vraiment quelque chose à quoi qui, d'une part, est en train de se manifester de fait parmi mes contemporains, et d'autre part, que j'aide, que je pousse, vous voyez, que je promeus, disons, en disant si, ça vaut la peine et c'est bien. Mais pour ce qui concerne le couple, je ne milite pour rien et je me contente d'observer. Donc voilà, là c'est des chiffres. Dans une des notes du livre que j'ai pas sous les yeux, je note ce qu'il en est des couples et on s'aperçoit, alors je l'ai pas en tête, mais en gros, on s'aperçoit que ça ne change pas, c'est-à-dire que les gens continuent à faire des couples. Alors, maintenant, ils se marient pas forcément, parfois ils se paxent, parfois ils sont en union libre, parfois même ils forment un couple mais ils n'habitent pas ensemble. Il y a plusieurs options, mais ils fabriquent des couples quand même si ces couples sont un peu à géométrie variable, plus à géométrie variable maintenant, mais ils continuent à fabriquer des couples au-delà de 30 ans. Ça, c'est statistique, hein. Mais donc, est-ce que, en fait, ce que vous appelez désir, c'est uniquement le désir sexuel? Parce que ce désir-là peut aussi, pour moi, le désir au sens, le désir tout court, ça dépasse largement le désir sexuel. Et donc, pour moi, dire que 90% des personnes qui ressentent de l'amour et du désir se mettent en couple, pour moi, c'est pas statistiquement vrai si on considère pas que le désir, c'est que le désir sexuel. Pour moi, le désir de l'altérité, c'est autre chose que le désir simplement sexuel. Et du coup, ça peut aussi se traduire par des relations qui ne sont... je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'abord, je dois dire que je travaille, j'écris depuis 20 ans pour dire que le désir, ça n'est pas le désir sexuel. Que ça n'est pas que le désir sexuel. Justement, le désir, pour moi, c'est désir amour. C'est
reconnaissance et promotion de l'altérité, c'est générosité, etc. Bref, là, je peux que vous renvoyer éventuellement à ce que j'ai déjà écrit là-dessus, notamment le petit éloge du désir, 2 €, pas cher, où je développe vraiment ma conception du désir. Là, je ne peux pas le refaire en 3 minutes, mais loin de moi l'idée de rabaisser, parce qu'à mon avis, c'est rabaisser le désir simplement au désir sexuel. Hein, engagement de tout le corps-esprit, de tout l'affect, de la dimension intellectuelle, sensible et charnelle dans le désir. Donc ça, vraiment, il faut m'entendre là-dessus, quoi. C'est la base de tout ce que je dis. Maintenant, qu'on ait des relations d'amour qui ne soient pas, qui n'incluent pas le désir, au fond, là, on tombe dans ce que j'ai appelé philia, c'est-à-dire qu'on peut avoir toutes sortes d'émotions, de sentiments, etc., d'affection, de tendresse, pour des gens avec qui, par ailleurs, on n'a pas du tout envie de faire l'amour. Pourquoi pas? Alors là, évidemment, du coup, on n'a plus de problème de couple. Le couple n'est plus une question dans ce cas-là. Le couple, généralement, aujourd'hui, se forme par amour-désir. Merci beaucoup pour les références de vos ouvrages. Ouais, je pense que je vais lire ça. Enfin, je veux pas monopoliser je pense que la discussion est intéressante, mais je veux pas monopoliser parce que je pense qu'il y a d'autres gens qui ont des questions très intéressantes. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lola. Alors, Hélène Gaspard Boulinck, le filtre d'Iseux, c'est la religion. Ah, pas du tout, c'est la sorcellerie. C'est la même chose, non, du coup? Ah non, quand même pas. La mère d'Iseut s'y connaît, comme Iseut d'ailleurs, elle s'y connaît en herbe, en herbe magique, en simple, en toutes ces choses, ces plantes qui poussent. Et donc, par une concoction d'herbes, elle fabrique un filtre d'amour. Par ailleurs, elles sont capables, elles en ont usé toutes les deux par rapport à Tristan quand il était, je vous passe les détails de l'histoire, mais parfois il s'est battu contre des dragons, etc. Donc il est abîmé, et elles sont capables aussi de fabriquer des filtres réparateurs, enfin des filtres qui sont des médicaments. Donc ce sont des sortes de magiciennes, et elles fabriquent des filtres qui produisent, donc à partir d'herbes, qui produisent un effet sur le corps et le psychisme de l'autre. Et donc la mère d'Iseut a fabriqué ce filtre à partir de plantes pour créer l'amour. La religion n'a pas une grande importance dans Tristan et Iseut, vraiment. C'est pas le problème. C'est pas le problème, et le problème c'est l'amour, vraiment. C'est questionner l'amour et questionner le désir. Et c'est une façon de répondre à l'avance à la question de comment suppléer à cette fugacité du désir. Eh bien, on invente le filtre. Grâce au filtre, Tristan et Iseut, chaque fois qu'ils se retrouvent, et parfois ils sont séparés longtemps ou pas, mais chaque fois qu'ils se retrouvent, sont dans un désir extraordinaire grâce au filtre. Et voilà, donc c'est pas la religion. Je crois vraiment que là, c'est pas la question. Et d'ailleurs, Tristan et Iseut a fait un peu scandale à l'époque. Ça a été un mythe qui a été repris, discuté, enfin mis en scène, etc. Mais c'est pas l'idéal de l'époque. L'idéal de l'époque, c'est quand même le couple conjugal. Il y a des textes qui s'écrivent, des anti-Tristan Iseut, si vous voulez, à la même époque. Chrétien de Troyes écrit un roman où il fait vraiment l'éloge de l'amour conjugal. Donc non, là, la religion, je crois que c'est pas la question. D'accord, merci beaucoup. Alors, on revenait à Lola, mais qui demandait pourquoi le désir serait nécessairement. Alors, nécessairement, c'est pas le mot, bien sûr. Hein. Il se trouve qu'il est fugace. Ça, c'est pareil, c'est une expérience commune de l'humanité. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, et je le regrette, d'ailleurs. Ça m'arrangerait qu'il soit éternel. Mais bon, là, encore une fois, je vous renvoie à mon petit éloge du désir, parce que j'ai vraiment essayé d'explorer toute cette nature de l'amour-désir. Les magazines féminins revient à Hélène, montrent des femmes objets de désir et non sujets. Ah ben oui, ça c'est sûr.
c'est pas loin de moi l'idée de faire la promotion des magazines féminins. Je pense qu'ils sont sont rarement valorisants pour les femmes. Et parce que, je veux dire, avoir 70 pages de photos de mode et de maquillage, ça a rarement grandi les femmes. Donc, les magazines, en effet, montrent plutôt les femmes comme objet. Ce qui était intéressant, pourquoi je les mentionne, c'est que ils ont mis en avant la question du désir dans le couple. Et ça, c'est assez nouveau, je pense. Ça date de cette fin du XXe siècle dans lequel le désir a été promu. Et la preuve en est que même les magazines féminins se mettent à le penser, discuter à leur façon, avec leurs petits moyens, mais ça devient vraiment un objet de réflexion et de conseil, etc. Donc tout à coup, le désir a droit d'expression dans la culture populaire. C'est à ce sens que je parlais des magazines féminins, que je ne lis pas. Oui, d'accord, mais du coup, c'est un petit peu contradictoire en fait d'être financé par la publicité où on montre, on va dire, des jeunes filles de 15 ans très maquillées et en parallèle demander aux femmes finalement de pas être objet, mais d'être sujet de leurs désirs et d'être maîtresse de leur corps, quoi. C'est ça que je voulais dire. Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, je pense pas que les magazines féminins proposent aux femmes d'être les sujets de leurs désirs, hein. Elle leur propose de traiter la question du désir. Moi, c'est ça qui est nouveau et intéressant. Je peux vous dire que dans les journaux féminins des années 50 du siècle précédent, on n'expliquait pas aux femmes comment restaurer le désir de leur mari, hein. Donc, il y a un vrai changement là. Maintenant, que les magazines féminins soient féministes, ça, j'en suis moins sûre. C'est certain, je suis d'accord avec vous. Merci. Victoria, alors, continue, ouais, je pourrais juste poser la question en live, ce sera peut-être plus clair. En fait, c'était surtout pour rebondir sur la première question de Lola qui était pourquoi nécessairement parler du couple quand on parle de l'amour et du désir. C'est que finalement, il y a des gens qui aiment et désirent d'autres personnes sans pour autant que ces autres personnes nous désirent ou nous aiment en retour. Ça, c'est un grand malheur. Oui, bien sûr. Ça, c'est un très grand malheur, très fréquent. Toute la littérature et la chanson prospèrent depuis 20 siècles sur ce problème qui est un des problèmes de l'amour. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on en est aimé. Ça, c'est clair et net, et ça aussi, je le regrette beaucoup d'ailleurs. Mais oui, bien entendu. Mais la réciprocité, c'est encore une autre question, si je puis dire, et qu'on peut difficilement théoriser d'ailleurs, hein. Ça match ou ça match pas, quoi. Là, on ne sait pas très bien pourquoi, on ne sait pas très bien comment ça marche et pourquoi, mais là, on tomberait probablement dans les strates profondes du psychisme des uns et des autres. Et je ne sais pas si on peut tellement généraliser, quoi. Il y a donc amour-désir sans forcément qu'il y ait couple. Ouais, ça dure pas longtemps, j'espère. Quand il n'y a pas de réciprocité, bref. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Parce que là, j'en vois plus dans la petite liste. Ouais, non. En tout cas, personnellement, je n'en ai pas. Peut-être Maxime ou François ou quelqu'un d'autre. On n'a pas entendu les hommes. Moi, j'avais une question sur ça, sur la question du désir, de la réciprocité et du psychisme. Est-ce que Freud ne parle pas un peu de ça dans sa théorie? Alors, bon, moi, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai déjà entendu parler de ça, et c'était pour moi un peu l'état de l'art de la situation du désir voilà, vis-à-vis des expériences dans la jeunesse, etc. Je n'ai pas compris la question. Elle porte sur quoi la question? Si elle porte sur la théorie freudienne, de façon générale, c'est impossible d'y répondre. Donc, soyez plus précis. Non, c'était ça. C'était est-ce que vous considérez la théorie freudienne comme
une réponse possible à, à cette question que vous venez de poser sur la réciprocité, enfin que Victoria vient de poser sur la réciprocité du désir? J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas une vieille histoire de l'humanité? D'aussi loin qu'on se penche sur les textes les plus anciens qu'on connaisse, on entend la plainte amoureuse. La plainte, porter plainte, les chansons portent plainte, les romans portent plainte. Je veux dire, la question de la non-réciprocité, elle est constitutive du risque de l'amour. Et si vous ne voulez pas souffrir, d'ailleurs, la meilleure chose, c'est de jamais vous mettre à aimer. Mais si vous vous mettez à aimer, vous risquez de ne pas être payé de retour. Donc, mais ça, c'est vieux comme l'humanité. Et alors, Freud a sûrement dit des choses là-dessus, mais je ne sais pas, enfin, rien ne me vient qui serait de la théorie freudienne et qui serait très générale et qui parlerait de la réciprocité. Il y aurait des choses à dire sur l'obstination à faire des mauvais choix amoureux, etc. Mais voilà, la non-réciprocité, c'est une sorte de malheur de l'amour qui peut toujours arriver à tout moment, à tout le monde. D'accord, merci. On a encore une question de Victoria. Oui. Est-ce qu'on peut décider et non, malheureusement. Justement, c'est une question évidemment qui vient naturellement après ce qu'on vient de dire. Non, on ne peut pas décider. Justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que, et c'est ça qui est intéressant dans l'amour aussi, c'est que il nous contraint. C'est-à-dire que je ne peux pas décider, je ne peux pas me dire, ah ben alors, ce type-là ou cette femme-là sont vraiment extraordinaires, beaux, intéressants, intelligents, etc. Et donc, c'est un bon choix d'amour. Et malheureusement, l'amour n'obéit pas du tout à ce genre de rationalité. Et il y a même des gens, et là, il faudrait en revenir à la théorie freudienne, mais il y a même des gens qui font toujours le mauvais choix d'amour, d'ailleurs, hein, et qui demanderaient à être corrigés, au sens d'essayer de comprendre ce qui fait qu'on fait toujours un mauvais choix répétitif, de façon répétitive. Mais l'amour, on ne sait pas sur quoi il est construit, on ne sait pas ce qui en nous pousse à aimer telle personne et pas telle autre. En même temps, j'ai envie de vous dire, heureusement, imaginez qu'on fasse des choix rationnels en amour, il y aurait 4 personnes qui seraient aimées par 10 000, et puis les autres, Tintin. Vous voyez, c'est ça qui est assez beau dans l'amour, c'est que tout le monde a sa chance. Tout le monde peut être l'objet d'amour d'un autre, et qu'il peut aimer en retour aussi, et c'est encore mieux, mais je veux dire que tout le monde a sa chance dans ce jeu-là. Et on ne sait, parce qu'on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi quelqu'un nous attire, celui-là, celle-là et pas un autre. Ça, c'est un très grand mystère. Mais il y a des raisons pourtant. Mais ce n'est pas des raisons raisonnables, ce sont des raisons intimes. Ce sont des raisons cachées au creux de notre psyché et sur lesquelles on n'a pas accès et où on ne peut pas décider d'aimer ou de ne pas aimer. C'est quelque chose de trop profond en soi, je veux dire qui prend sa racine trop profondément en soi pour qu'on puisse qu'on puisse décider. La décision, c'est toujours un processus rationnel. L'amour n'obéit pas à ça. Et le désir de la même façon. Pourquoi on aime quelqu'un beaucoup et pourtant on ne le désire pas, on ne la désire pas? Mystère. Là aussi, c'est des connivences très intimes, très profondes, très enracinées et inaccessibles à la rationalité. Et c'est ça qui est intéressant et beau en même temps. C'est peut-être pour ça qu'on aime tellement l'amour. C'est peut-être pour ça que ça fait 10 000 ans qu'on fabrique des romans d'amour et des chansons d'amour, parce qu'il y a quelque chose de profondément mystérieux, qui échappe à la rationalité, qui échappe à notre décision et qui a quelque chose à voir avec le miracle. Désirer quelqu'un, c'est miraculeux. Il y a peu de gens qu'on désire vraiment, finalement. Et donc, tout à coup, quelqu'un est élu comme objet de notre désir
Et avec un peu de chance, on sera le sien. Et voilà, et là, il y a quelque chose de l'ordre du miracle. Je crois que c'est pour ça qu'on chante l'amour aussi, parce qu'on ne chante pas que le malheur amoureux, comme je le disais tout à l'heure. On chante la plainte amoureuse, mais on chante aussi la beauté de l'amour, parce qu'il y a quelque chose de miraculeux, il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévisible, presque incompréhensible. Et comme je dis souvent, on dit « je t'aime », mais qu'est-ce qu'on veut dire par « je t'aime » ? Même quand on dit ce mot-là, quel complexe, quel magma de sentiments, d'émotions, de tentation, d'élan, qu'est-ce qu'on veut dire par « je t'aime » ? C'est le mot le plus flou du monde quand on y pense. Et d'ailleurs, il y a ce très beau roman de Benjamin Constant que j'aime beaucoup, qui s'appelle Adolphe, dans lequel Benjamin Constant interroge constamment les mots de l'amour. Et il montre, au fond, son idée, enfin, ce qu'il montre à travers ce très beau petit roman, c'est que on dit des choses, mais on ne sait pas ce qu'on dit. On ne sait pas ce que veut dire ce qu'on dit dans le langage de l'amour. Voilà, donc il faut accepter d'être joué par soi-même. Il faut accepter de ne pas être maître du jeu, de ne pas être dans la toute-puissance, mais d'être emporté. Il y a Lola qui lève la main. Lola ? Oui. Alors, du coup, on est plusieurs derrière l'ordinateur de Lola, donc je laisse Alice poser sa question. Bonjour. Alice. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour vos premières réponses. Je me demandais, dans vos recherches, vous avez étudié le désir dans la littérature. Et est-ce que vous vous êtes penché sur l'imaginaire autour de l'homosexualité ? Alors, d'abord, je dois vous dire une chose, c'est qu'en réalité, je n'ai pas tellement travaillé autour des représentations du désir. J'ai travaillé plutôt, comment dire, plutôt en philosophe. C'est-à-dire, j'essaie de réfléchir et de théoriser, d'abstraire à partir de mon expérience sensible, pour le dire rapidement, et à partir de ma connaissance des autres et de ce que j'entends, etc. Bref, ce n'est pas un discours livresque que j'ai sur le désir. C'est pour ça que je vous invite à regarder, par exemple, le petit éloge du désir. Vous verrez que c'est au contraire, très enraciné sur l'expérience. L'homosexualité, alors c'est très simple. Moi, je pense que très profondément, depuis très longtemps, je pense qu'en réalité, on est tous à peu près bisexuels et que simplement l'homosexualité a été empêchée pendant tellement longtemps qu'aujourd'hui, c'est encore compliqué de reconnaître cette dimension bisexuelle, disons, qui, à mon avis, est plus ou moins en chacun. Et voilà, donc pour moi, quand je parle de l'amour, je ne fais aucune différence entre hétérosexualité, homosexualité. Je pense vraiment que le sentiment de l'amour-désir peut être pensé pareillement. Enfin, pour moi, en tout cas, ce n'est pas pertinent la distinction hétérosexualité, homosexualité quand je parle d'amour. Est-ce que je vous ai répondu? Oui, c'est très clair. Merci. Alors, j'avais une autre question, c'était sur l'âge, on va dire. Est-ce que le désir change avec l'âge? Est-ce qu'il change en intensité? Et est-ce qu'on peut encore dire qu'on éprouve du désir après 90 ans? Ça me fait rire parce qu'une de mes phrases préférées, je ne sais plus où je l'ai trouvée, celle-là, c'est une princesse palatine. Je ne sais pas trop qui c'était, je pense que c'était quelqu'un de la famille dans l'entourage ou de la famille de Louis XIV, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, ou Louis XV. Et cette princesse palatine, on lui demandait, Madame, est-ce que vous pensez que le désir décroît avec l'âge? Et elle répondit cette chose merveilleuse, elle dit, je ne peux pas vous répondre, je n'ai que 80 ans. Et donc, j'ai envie de vous dire que on n'en sait rien, je n'en sais rien, et que certainement, là, il faut couper l'enregistrement, non? Bon, on coupe pas, je réponds quand même. Non, j'allais vous dire, je pense que le désir s'enrichit avec le temps. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point,
je ne sais pas, à 90 ans, je ne suis pas sûre. Vous savez, on parle de plus en plus de l'amour des seniors, de l'amour dans les EHPAD, etc. Et on n'a pas l'impression que le désir s'arrête, hein, franchement. Simplement, là aussi, c'est comme l'homosexualité, ça a été barré tellement longtemps qu'on ne veut pas entendre parler du désir des vieux corps. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ce dont je suis sûre, en revanche, par expérience, c'est que le désir s'enrichit, le désir se raffine, le désir, et surtout, finalement, il se fait plus libre, de plus en plus libre avec le temps. Et jusqu'à un certain point, je pense que le désir s'enrichit et s'accroît avec le temps. Vraiment. D'accord. Très bien, merci beaucoup. On en reparle quand j'ai 90 ans, si vous voulez. Je peux dire quelque chose. Ah, comment peut-on qualifier la relation entre Ulysse et Pénélope? Je ne sais pas. Vous savez, ils ne sont pas ensemble, hein, donc pendant très longtemps. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, c'est juste que, en fait, ce que je veux dire, c'est que souvent, en fait, notamment, il y a tout le temps des philosophes qui parlent sur le mythe d'Ulysse, de l'Odyssée. On glorifie tout le temps ce mythe dans notre société occidentale, alors que, en fait, la place de la femme est vraiment, elle est vraiment minimisée. Elle est dans l'attente, elle reste à la maison. Et voilà. Et comme j'ai vu que vous aviez aussi écrit sur la tentation de Pénélope, j'aurais aimé savoir, voilà, si vous aviez, Ouais. En tout cas, ce qui est Ouais. sûr, c'est que c'est pas de l'amour-désir, mais Non. voilà quoi. Non, mais il est Pénélope, parti c'est tellement vrai. longtemps. Il est allé faire la guerre de Troie. Après, il met un temps fou à rentrer. Donc, en effet, ça ne peut pas être la brûlure de l'amour-désir. Je précise que La tentation de Pénélope, en fait, je vais vous dire en 2 mots de quoi j'y parle, parce que c'est un livre qui est assez important dans ma trajectoire. C'est un livre sur le féminisme, en fait. Et c'est ma théorie féministe, si vous voulez, que j'ai écrit en 2010, que j'ai prolongé, qui a été réédité en 2017 avec une postface et que j'ai prolongé de 6 nouveaux chapitres en 2019 après MeToo, justement, parce que j'estimais que MeToo, c'était vraiment un moment capital de notre histoire. Et donc, La tentation de Pénélope, pourquoi j'ai donné ce titre? À mon avis, c'est un mauvais titre, mais j'en ai pas trouvé d'autre. C'est parce que j'estime toujours un petit peu. Vous savez, Pénélope, elle avait une particularité pour essayer d'échapper à ses prétendants. Vous vous souvenez du mythe? Pour essayer d'échapper aux prétendants qui disent tous, écoute, Ulysse est mort, donc maintenant tu vas épouser l'un d'entre nous. Et elle dit que finalement, d'accord, elle épousera un de ses prétendants, mais quand elle aura fini de tisser sa toile. Et donc tous les jours, elle tisse une toile, et la nuit, elle détisse la toile parce qu'elle attend toujours Ulysse. Je vous accorde que c'est bon, voilà, c'est pas l'aspect le plus extraordinaire du mythe d'Ulysse. Hein. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes dans le mythe d'Ulysse. Mais cette dimension-là, effectivement, zéro féminisme chez Homère. Mais donc, vous voyez, moi, pourquoi j'ai utilisé cette image de Pénélope, c'est celle qui défait la nuit ce qu'elle a tissé pendant la journée. Et disons que d'un point de vue féministe, mais c'est un autre débat, mais d'un point de vue féministe, je dis, il faut faire attention. On a des acquis énormes. On a eu des acquis énormes depuis, disons, la Deuxième Guerre mondiale, en gros, hein, depuis Simone de Beauvoir, pendant 50 ans, hein, c'est 49, le deuxième sexe. Il y a des acquis énormes du féminisme pendant 50 ans, et aujourd'hui, on est menacé, on pourrait être menacé de défaire, de détisser ce qui a été construit par les féministes des générations antérieures. Alors, c'est un autre débat qu'on peut avoir un autre jour si vous voulez, mais là, je ne peux pas le développer. Mais voilà, donc ça s'appelait la tentation de Pénélope au sens de, c'est la tentation de détisser ce qu'on a construit pendant 50 ans. Qu'est-ce qui est vraiment super, Lola? Vous dites ce livre est vraiment super. Non, mais je conseille à tout le monde de lire ce livre parce que c'est comme ça que j'ai. Quel livre? La tentation de Pénélope. Oui. C'était pour conseiller aux autres un avis impartial de lectrice totalement non biaisée. Non, mais ce que je veux dire, c'est que
C'est que je veux dire, voilà, vous pouvez dire lisez mes livres et moi je peux dire j'ai lu ce livre au hasard et je l'ai trouvé super bien et c'est pour ça que je suis venue écouter cette conférence. Donc voilà. Ah, mais ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir parce que vraiment, je défends des choses auxquelles je crois très profondément. Moi, je suis féministe depuis toujours et je crois vraiment qu'il y a là quelque chose un combat qui est toujours à mener. On n'est pas encore à l'égalité réelle. Et donc, voilà, il faut faire attention, quoi. On ne peut pas combattre avec n'importe quel outil, de n'importe quelle manière. Donc, voilà, dans ma Pénélope, j'ai essayé de dire attention, quoi. Il faut qu'on y arrive à l'égalité. Et selon le biais qu'on prend, on peut compromettre aussi le combat féministe. Je voulais dire une chose aux garçons, là, s'il y en a deux au moins. Une chose qui me brûle les lèvres depuis maintenant pas mal, depuis après MeToo. Je pense vraiment, je vous le dis là, puisqu'on est dans cette discussion un peu à bâton rompu, je pense que les femmes ont fait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup sont montées au créneau tout le temps pour défendre une certaine idée du féminisme. Et on est arrivé à MeToo, ces femmes qui ont dit, ben voilà, moi aussi, j'ai subi tout cela et ça ne sera pas silencieux. Et les hommes, à l'époque de MeToo, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée. Les hommes, les garçons, je lisais les articles, j'écoutais les conversations dans les restos, dans les cafés, c'était incroyable. Et on entendait les garçons, les hommes dire, ben, je savais pas que c'était comme ça d'être une femme, de vivre dans la peau d'une femme. Je savais pas que c'était si dur. Ah bah, maintenant, je pensais pas que ma sœur, c'est ça qu'elle vivait, etc. Bref, je crois qu'une des vertus de MeToo, c'est pas juste de se plaindre et de dire ah voilà j'ai souffert, j'ai rien, mais ça a été aussi ce qui était déjà très important, hein, parce qu'il fallait que ça puisse être dit. Mais il y avait aussi cette idée que eh bien les hommes prenaient conscience de ce que c'était que vivre dans la peau d'une femme. Très bien. Ça, pour moi, on le dit pas assez, mais c'est un des bénéfices de MeToo. Et maintenant, j'ai envie de dire aux garçons, si vous commencez à mouiller votre chemise, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de laisser le combat féministe seulement aux mains des femmes, parce que les hommes ont intérêt à l'égalité. Et ça, c'est le propos que je tiens dans La Tentation de Pénélope tout le temps. Les hommes aussi ont intérêt à l'égalité, parce que l'égalité, c'est l'amour, parce que l'égalité, c'est le désir, parce que l'égalité, c'est le plaisir d'être ensemble, c'est des rapports de non-domination, hein, c'est la suspension de la domination, comme disait Bourdieu à propos de l'amour. Et voilà, donc on a tous les deux, hommes et femmes, les deux genres, les deux sexes, on a intérêt au féminisme. Donc il faudrait que les hommes se fassent un peu plus entendre maintenant, les jeunes hommes notamment, d'autant plus que je crois, pour ce que j'en vois, maintenant je commence quand même à avoir malheureusement quelques années derrière moi, je trouve que les jeunes hommes sont de plus en plus féministes, à l'évidence. Ils sont de plus en plus préoccupés par ça, de plus en plus sollicités intellectuellement à penser ces nouveaux états des relations hommes-femmes, mais il faudrait qu'ils le disent un petit peu maintenant. Je veux dire, pourquoi laisser ce combat-là aux femmes? C'était mon quart d'heure de militantisme. C'était bien. Juste une dernière question. Est-ce que vous savez si vos lecteurs sont... Enfin, est-ce que vous savez qui sont vos lecteurs? Est-ce que c'est plus des lectrices ou vous ne savez pas du tout? Eh bien, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que La Tentation de Pénélope est un livre qui a été extrêmement lu par les hommes et beaucoup d'hommes lecteurs que j'ai acquis, je les ai acquis par La Tentation de Pénélope. Ce qui est quand même pas mal. Parce que c'est un livre vraiment féministe. Enfin, moi, je m'estime être vraiment une féministe, quoi. Et donc, j'ai été très contente, au fond, que les hommes aiment La Tentation de Pénélope. Parce que je leur laisse eux aussi une marge de manœuvre. Vous voyez, comme ce que je viens de dire là. Moi, je crois que les hommes sont en train de devenir très féministes, par exemple, les jeunes hommes en tout cas. Donc voilà, mais il faut qu'on partage la lutte. Mais il y a beaucoup d'hommes qui lisent mes livres sur le désir et sur le féminisme. Donc ça me donne bon espoir qu'ils vont changer, qu'ils sont déjà en train de changer et que ça va de mieux en mieux. Merci. C'est bon ? Et merci beaucoup. En effet, j'ai l'impression qu'on a épuisé toutes les questions que tout le monde pouvait avoir. C'est votre dernière chance. Il y en a une qui traverse votre tête
Et sinon, mais je pense qu'on va pouvoir conclure cette interview. Donc, merci beaucoup, Madame Canon, d'être venue avec nous pour cette semaine de la pensée. Je pense qu'au vu du nombre de questions, ça a beaucoup plu du coup aux personnes qui sont restées au moins jusqu'au bout donc, de cette réunion. Et voilà. Bien, écoutez, merci à vous, merci Lucie de m'avoir invitée et de m'avoir posé de bonnes questions et dans un ordre stimulant, enfin. Et je vous remercie, j'aime beaucoup parler, donc j'aime beaucoup échanger sur toutes ces questions. Je suis très contente de pouvoir le faire avec des gens très jeunes et je suis contente que, voilà, qu'on puisse s'entendre et partager des idées. Donc, merci à vous de m'avoir proposé cette prise de parole. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à ceux qui nous remercient dans le chat. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.